hors champ. Hors champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors champ ce soir en compagnie de Nassira Guenif Soulamas. Nassira, vous êtes sociologue, vous êtes auteure de plusieurs livres, vous êtes enseignante. Les derniers ouvrages parus s'intitulent La République mise à nu par son immigration et puis Les féministes et le garçon arabe. Mais vous étiez fait connaître de la scène intellectuelle et aussi politique au sens de l'engagement dans la cité avec votre thèse qui s'intitulait Des beurettes. Dans quelles conditions, dans quelles circonstances avez-vous décidé d'essayer de cartographier finalement le langage que nous utilisons tous les jours pour désigner certaines personnes qui ne sont pas tout à fait comme les autres et pour lesquelles il y a toute une multiplicité d'acceptions. En fait, c'est le terrain qui m'a amené à m'intéresser à ces jeunes femmes qui, depuis déjà à l'époque, donc dans les années 90, depuis une quinzaine d'années, étaient nommées les beurettes. Surtout parce que il me semblait qu'il y avait comme un consensus complaisant à leur égard, quelque chose qui serait de l'ordre d'une condescendance et qui consisterait essentiellement à observer les capacités qu'elles allaient manifester à s'intégrer dans la société française. Et au fil des enquêtes et des entretiens, à la fois sur des terrains en forme d'observation et en même temps avec des conversations plus serrées avec un certain nombre de jeunes femmes, je me suis rendu compte qu'en fait, elles ne se reconnaissaient pas dans cette injonction qui leur était faite, qu'elles la considéraient comme une forme de pression ou d'injonction paradoxale qui pesait sur leur existence, sur les choix qu'elles souhaitaient faire et sur cette sorte de conception très binaire du monde qui consistait à leur imposer de se défaire de leur famille pour parvenir à se réaliser pleinement en tant que femme. Et c'était contre cela. C'est-à-dire que c'était une désignation. Oui, et puis c'était une forme de stigmatisation de tout leur environnement qui leur était imposé et dont elles devaient faire raison. C'était à elles de décider finalement qui elles allaient choisir. Et ce choix était impossible pour elles, elles le disaient. Elles disaient qu'en fait, elles n'avaient pas de raison de rompre avec leur famille pour parvenir à exister dans la société française et à être elles-mêmes françaises à leur manière. Et c'était bien elle était française. Elle l'était depuis leur naissance. Tout à fait. Ou alors elle était devenue, ou elle le deviendrait, mais c'était à leur manière qui posait problème. C'est-à-dire que finalement, il y avait une feuille de route qui leur était imposée. Il y avait une seule manière d'exister dans la société française, c'était de se fondre dans le moule, c'était de faire disparaître toutes les différences, toutes les aspérités, toutes les singularités dont elles se nourrissaient et qu'elles entretenaient, qu'elles cultivaient et auxquelles elles étaient attachées. Et c'était donc cet attachement et cette capacité à en faire quelque chose dans leur existence que j'ai essayé de montrer dans ce livre, avec cette idée de liberté tempérée, c'est-à-dire d'une forme de liberté qui finalement accepte que le monde ne soit pas aussi idéal que cela, que l'idéal d'émancipation peut devenir une forme d'injonction, voire d'aliénation, lorsque il est entrepris sans moyens, sans bienveillance, dans un monde qui finalement est relativement hostile. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, avec cette idée que finalement la société française est une société qui est un terreau de féminisme, ces jeunes femmes rencontraient beaucoup d'hostilité dans leur environnement, parce qu'elles étaient arabes, parce qu'elles étaient musulmanes, parce qu'elles étaient héritières d'une double histoire, celle de l'immigration et celle de l'ordre colonial, parce qu'elles mettaient en œuvre une culture qui était toujours dévalorisée et toujours stigmatisée, qui était un objet de suspicion perpétuelle, et parce que finalement, elles étaient des femmes paradoxales d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas les femmes qu'on attendait, et c'était contre cela qu'elles essayaient d'exister avec toute l'intelligence et la réflexivité qu'elles y mettaient. Alors votre travail s'intéresse de l'intérieur à la perception que ces jeunes femmes pouvaient avoir d'elles-mêmes,
Je dis pouvait parce que peut-être que la perception aujourd'hui a beaucoup évolué en 2014. Et puis aussi, vous êtes très sensible à la langue, à la manière dont l'autre vous stigmatise, vous exclut, vous désigne. Vous venez de dire arabe, musulman. Vous interrogez à l'intérieur de cette thèse aussi sur le mot maghrébin. Est-ce qu'on peut faire l'historique de la manière dont, justement, le langage commun a désigné des personnes qui sont françaises et qui, cependant, dans le langage courant, ne sont pas intégrées comme faisant partie complètement de la communauté nationale. Oui, en fait, ces mots, ils fonctionnent à la fois comme des désignations qui se veulent bienveillantes, mais en fait, ils fonctionnent comme des obstacles, comme des manières de les renvoyer à une différence dont, de fait, on considère qu'elles ne pourront jamais s'extraire, sauf à complètement faire une espèce de... Pourquoi on les utilise toujours ? On continue à les utiliser parce que je pense qu'ils évitent de nommer les choses de façon directe, y compris avec la manière dont les personnes elles-mêmes se disent. Autrement dit, lorsque j'utilise les mots arabes et musulmans, ça n'est pas en forme de stigmatisation, mais c'est parce que ce sont les désignations que les personnes elles-mêmes utilisent. Ces jeunes femmes se disaient arabes, musulmanes, elles parlaient du fait d'être algériennes, tunisiennes ou marocaines. Elles parlaient de ces termes-là et avec ces termes-là de leur manière d'exister. Et c'était précisément ce que prétend obérer des termes comme par exemple maghrébin, derrière lequel d'ailleurs résonne toujours algérien, parce que c'est finalement celui qui est le plus problématique, y compris pour des raisons historiques et politiques. Et donc, pour elle, il y avait toute une difficulté à parvenir à surmonter tous ces mots. Le mot beurette, par exemple, participe du même lexique que maghrébin. C'est une euphémisation, c'est une manière d'atténuer la différence, de déconsidérer l'altérité et d'une certaine manière de s'en défaire, c'est-à-dire de ne pas en faire une réalité dont à un moment donné il faut faire sens politiquement. Ça n'est pas simplement des appellations comme ça qui flottent dans l'air, non, elles renvoient à des existences, elles renvoient à des manières d'être. Et donc il y a tout ce lexique de l'euphémisation qui est un lexique aussi du déni de l'histoire, du déni de la généalogie, de ce que c'est que d'être héritier et descendant d'une certaine histoire, à la fois familiale, publique, et aussi d'une grande histoire politique. Ce sont tous ces dénis-là, en fait, qui se sont accumulés au fil du temps dans ces manières de ne pas les nommer comme elles-mêmes se nomment, et comme d'ailleurs, pas seulement elles, mais leurs frères, leurs parents, l'ensemble de l'environnement auquel elles appartiennent et dans lequel elles se reconnaissent et qu'elles revendiquent. Il y a eu un film récemment qui a retracé l'historique des beurs et de la marche des beurs. Est-ce qu'aujourd'hui, ce mot même de beurre est utilisé ou est-ce qu'il est complètement périmé selon vous ? Il l'était déjà à l'époque où j'ai écrit ma thèse. C'était un mot qui était considéré comme une forme de stigmate, véritablement. C'est-à-dire que c'était une manière de ne pas prendre en compte à la fois la parole et l'histoire des personnes qui étaient nommées ainsi. Et pourtant, au début, c'était une sorte d'auto-affirmation, de revendication, oui, d'une appartenance. Alors en fait, ça a été très bref, voilà. Et je pense que la une raison, dignité, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que par exemple, une revendication de personnalité. Oui, ou en tout cas d'une communauté d'expérience, on va dire, de quelque chose qui soudait des personnes autour d'un récit commun. Ce récit, en fait, il a été un plus, quoi. Oui, ou en tout cas une singularité qui méritait d'être considérée. Alors tout ça, en fait, c'est très vite délité. Pourquoi ? Parce que d'abord, on a renommé la marche de 83 qui s'appelait Marche contre le racisme et pour l'égalité. On l'a rappelé, on l'a renommée Marche des beurs, sans que les protagonistes de cette marche les revendiquaient. Autrement dit, c'était une manière de on va dire de la désactiver du point de vue politique. Voilà, il y avait une désactivation de la charge politique de cette marche en lui donnant un caractère un peu folklorique, hein, c'est-à-dire ça vient de loin, vous comprenez, c'est ces jeunes qui ont cru qu'en marchant ils allaient résoudre des problèmes. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une opposition politique franche, directe, qui a consisté notamment à faire entrer dans le patrimoine cette histoire pour ne jamais avoir à assumer les revendications qui émanaient de la marche. Et d'ailleurs, le film, de ce point de vue-là, à mon avis, est une occasion ratée parce que il n'a pas marché d'ailleurs. Mais je pense que, enfin, je ne sais pas si c'est seulement un enjeu commercial. Sur le fond, c'est un film qui est indigne. Il n'a pas intéressé les gens. Non, et puis il est indigne de cette histoire. Il est indigne des enjeux qui jusqu'à aujourd'hui restent à assumer, à discuter et à véritablement prendre en compte. Et il est indigne de tous les gens qui ont
participé à cette marche. Il y avait une sorte de, alors là pour le coup de scénarisation de ce qui s'est passé réellement, avec des enjeux beaucoup plus importants qui n'étaient pas soulignés. Et puis une forme d'écrasement de la charge politique qui était au cœur de cette marche. Et donc je crois que là c'était un rendez-vous manqué. Le rendez-vous a été manqué en 83 et il a été manqué à la fin de l'année dernière, au moment où on a cédé à une ambiance de commémoration, alors que c'était le moment véritablement de prendre au sérieux ce qui s'était dit à cette époque et de faire le bilan du fait que très peu des revendications qui avaient été portées à l'époque, très peu de l'élan qui avait émané de l'ensemble de ces marcheurs et marcheuses, quasiment rien n'a été entendu, quasiment rien n'a été pris en compte. Et on se retrouve 30 ans plus tard à investir dans un film qui, en fait, là aussi, constitue un deuxième arraisonnement, en quelque sorte, de cette dynamique. Mais n'est-ce pas un symptôme, justement, de l'oubli volontaire dans lequel les tutelles politiques voudraient laisser toutes ces problématiques ? Oui, je pense on n'en parle plus. On n'en parle plus et d'ailleurs on l'a fait à la faveur de ce qui s'est passé l'année dernière dans cette espèce de moment de discussion un peu qui m'a laissé dans la perplexité, qui était quand même très équivoque sur les différents rapports sur l'intégration qui avait été commandés par Matignon. Ça a été une deuxième manière d'enterrer définitivement ces questions-là. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait être soulevé et cette manière de prendre au sérieux cette question. Enfin, moi je pense que le terme d'intégration est définitivement disqualifié et qu'il serait temps de changer de vocabulaire, parce qu'il fait partie de ces appellations contrôlées qui visent à rendre comptables les migrants et leurs descendants des difficultés qu'ils rencontrent, et non pas d'assumer qu'il y a effectivement des obstacles structurels à leur présence et à leur participation en France. Là aussi, la langue joue comme une complètement, oui. Et la récurrence du terme, la récurrence du terme intégration depuis les 10 ou 20 dernières années est symptomatique d'un refus, en fait. C'est-à-dire que le terme dit exactement l'inverse de ce que on prétend lui faire dire. C'est-à-dire que ce serait l'idée que on est prêt à les accueillir, mais en fait non. Cette manière d'invoquer constamment l'obstacle de l'intégration, le déficit d'intégration, voire quelque chose d'encore plus étrange qui serait le désir d'intégration. Je vois pas en quoi on peut désirer quelque chose d'aussi normatif que l'intégration. Ce sont autant de manières de ne pas faire droit à la fois la manière dont aujourd'hui les descendants de migrants coloniaux notamment existent en France, c'est-à-dire qu'ils n'ont finalement pas attendu qu'on vienne leur jeter à la tête cette injonction à l'intégration pour exister, pour participer. Comme s'ils avaient des comptes à rendre en permanence à la République. Tout à fait, ils sont constamment tenus comptables et ils sont toujours, d'ailleurs, ce que l'on met en évidence, c'est le déficit et c'est le passif. D'une certaine manière. Il y a jamais rien qu'on puisse mettre à leur crédit, si ce n'est quelques exceptions que l'on a effectivement exhibées. Alors il y a les problèmes il y a les histoires de visibilité dans les différents gouvernements. On se souvient que Nicolas Sarkozy avait choisi un gouvernement avec certains ministres appartenant à des communautés dites visibles. Est-ce que pour vous, ce sont des hochets ? Oui, je pense que toutes ces femmes ont accepté d'être des alibis et d'être gagées, en quelque sorte. Ce sont des femmes gagées, à mon sens, et qui n'ont pas réussi... Gagées, c'est-à-dire qu'elles se sont soumises à tout un ensemble d'injonctions pour parvenir à exister dans une sphère dont elles considèrent qu'elle était sans doute importante pour elles, être ministre, je suppose, ou secrétaire d'État. Mais, vous voulez dire qu'elles ont accepté d'instrumentaliser leur propre appartenance pour des vues politiciennes. Oui, je pense. Et je pense qu'elles ont perdu leur souveraineté, à la fois de femmes politiques, et alors à supposer qu'elles l'étaient d'ailleurs, parce que je suis pas sûre que toutes le sont. Je pense qu'elles étaient beaucoup plus des hochets de façade, effectivement, ou des poupées qu'on pouvait utiliser, y compris à des fins de détournement de l'attention vers leur attractivité, leur sens de la parole. Enfin, il y avait quelque chose qui avait à voir avec l'apparence, avec le sens du verbe, et qui n'avait plus rien à voir avec la profondeur de l'action politique. C'est-à-dire comment est-ce que l'on parvient à agir politiquement sur un certain nombre de situations de racisme, de discrimination, de sexisme qui sont aujourd'hui complètement métabolisées dans la société française, qui se renforcent mutuellement. Et c'est à cela qu'elles ont renoncé, c'est-à-dire à la capacité de pouvoir peser sur ces problèmes-là et sur des formes d'action qui auraient pu nous sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire un racisme qui aujourd'hui est à ciel ouvert, qui s'exprime avec une intensité
une verve, hein, je veux dire chacun redouble de férocité d'une certaine manière, et puis aussi quelque chose qui me semble très préoccupant, c'est qu'une certaine expression du racisme est devenue vertueuse. Vous voulez dire par là que l'expression du racisme est autorisée maintenant à haute voix à l'intérieur de notre société, alors qu'il y a encore 5-6 ans, c'était de l'ordre de l'interdit. Alors, il y a des gens qui osent dire qu'ils sont racistes alors qu'ils n'auraient jamais osé le faire il y a quelques années. Alors non seulement, moi je pense que on a tendance à considérer que les discours sont la chose la plus importante. Ce que manifeste ou ce que met en évidence l'accroissement, l'intensité, la saturation des discours racistes, et qui se présentent d'ailleurs comme vertueux, c'est-à-dire qu'il est légitime d'exprimer son racisme parce que ce serait une expression de la souffrance, ce serait une expression d'anxiété. Autrement dit, on confond tout. La souffrance est une chose, l'expression du racisme en est une autre, et je pense qu'on ne peut pas justifier l'une par l'autre. Mais ce que cela révèle surtout, c'est que pour les gens qui sont en butte au racisme, les actes racistes, les pratiques racistes, la routine raciste, elle est là depuis très longtemps. Et cette émergence des discours ne fait que révéler quelque chose qui finalement se vit à bas bruit depuis très longtemps pour beaucoup, c'est-à-dire la routine des brimades, des humiliations, des refus, des spoliations qui en fait sont devenus le lot commun de beaucoup de Français et d'étrangers qui ont le droit d'être en France, hein, faut-il le rappeler, et d'immigrés qui sont tout à fait légitimes à être en France. Or ce sont ces cibles-là qui aujourd'hui, si on leur donnait la parole, pourraient vous expliquer sans aucune difficulté mais le racisme, c'est leur vie quotidienne. Donc, finalement, le fait qu'à un moment donné, le discours émerge, ça n'est que le révélateur de tout un ensemble de pratiques qui sont souterraines, qui sont très souvent d'ailleurs, qui se vivent dans des formes d'interaction honteuses pour les personnes qui les subissent et qui ne parviennent même pas à en parler. Quels sont les instruments de la sociologie pour pouvoir mesurer cette intensité du racisme ? Il y a eu bien sûr beaucoup d'enquêtes qualitatives qui ont mis ça en évidence, qui sont trop peu connues, trop peu commentées. Il y a eu aussi une volonté qui a émergé dans les années 2000 et qui a fait l'objet d'un débat assez controversé sur le fait qu'il fallait établir cela de manière statistique. C'est-à-dire toute la question des statistiques ethnico-raciales porte précisément sur cela. Or, il me semble que nous avions là deux objectifs qui se renforçaient. Ça a été fait, mais ça reste encore largement marginal, même s'il y a eu une grande enquête Théo menée par l'INSEE et l'INED. Ça permet à la fois de comprendre quelle est aujourd'hui la physionomie de la société française. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel pour qu'on cesse d'être dans une sorte de panique morale ou d'anxiété entretenue sur l'idée que la France aurait été défigurée, qu'elle ne serait plus viable, que cette juxtaposition de communautés qui serait, dit-on, constamment dans une forme d'affrontement ou de rejet de tout un ensemble de principes partagés, conduirait la France à sa perte. Je pense que ça permettrait sans doute de désamorcer l'ensemble de ce discours complètement alarmiste et pour une certaine part assez délirant. Et d'autre part, ça permettrait de prendre la mesure des discriminations et des formes de racisme qui existent, c'est-à-dire pas seulement le sentiment ressenti, mais aussi C'est ce que disait une enquête publiée récemment, c'est que les Français n'étaient pas racistes, mais qu'ils pouvaient exprimer des propos racistes, pour certains d'entre eux. Alors ça c'est la version... Vous n'acceptez pas, Nassira, cette distinction? Non, je pense que c'est la version la plus optimiste et il me semble aussi la plus irresponsable. C'est-à-dire que lorsque l'on dit ça, finalement, on se place dans une position morale qui consisterait à dire « tout n'est pas perdu ». Puisque finalement, ce ne sont juste que des discours. Or, ce qu'il faut comprendre, effectivement, c'est cette interaction étroite entre pratique et discours. Et les discours ne sont pas déconnectés des pratiques. Les pratiques, elles sont installées. Elles ont fait l'objet d'enquêtes sur un certain nombre d'administrations, d'entreprises, de milieux. Je veux dire, ce sont des enquêtes qui mettent en évidence la réalité des pratiques racistes. Donc, dire que la France n'est pas raciste, mais qu'il y aurait quelques brebis galeuses, c'est s'en sortir à bon compte. Et c'est à mon avis, ça manifeste une forme d'irresponsabilité face à l'ampleur du problème face auquel nous nous trouvons.
Mais le racisme est poursuivi par la loi. On s'aperçoit que beaucoup d'actes racistes, en fait, ce qui est surtout poursuivi par la loi, c'est les propos racistes les plus explicites. Mais toutes les pratiques racistes qui sont métabolisées, qui font l'objet d'interactions infinitésimales dont on n'a pas connaissance, et dont parfois, d'ailleurs, y compris les protagonistes, sont amenés à les mettre en doute. C'est-à-dire que c'est difficile aussi d'admettre qu'on est soi-même objet du racisme. Le racisme réifie, il avilit. Il détruit la personne qui le subit. Je pense qu'on n'a pas suffisamment conscience des effets du racisme et de ce qu'on appelle les discriminations, c'est-à-dire le fait de se voir dénier un droit. Mais le racisme, même s'il n'y a pas déni de droit, est quelque chose qui atteint la personne dans son intégrité. Et tous ces éléments-là font que très souvent, y compris pour les personnes qui les subissent, ça n'est pas évident d'aller dire oui, je voudrais porter plainte parce que j'ai subi une pratique raciste, je suis en butte à du racisme, le racisme est en train de détruire ma carrière, est en train de détruire ma vie familiale, ou ça empoisonne mon voisinage et ma vie dans mon quartier. Toutes ces expériences-là, qui sont des expériences les plus triviales, il est extrêmement difficile d'en faire part pour la plupart des personnes qui les subissent. Donc il n'y a qu'une manière de faire, en fait, c'est d'avoir une acuité de l'observation et d'avoir cette observation de manière systématique, à la fois quantitative et qualitative. C'est ce que tentent de faire les sciences sociales, mais elles ne sont pas très aidées finalement. Nous allons écouter la voix de Jacques Derrida. Il va parler de la faiblesse et de l'arrogance du discours dominant. C'est une archive des Nuits magnétiques par Jean-Marie Gaigne du 5 avril 1979. La philosophie aujourd'hui en France est un discours faible, n'est-ce pas ? Et alors ici, c'est peut-être par un geste, au fond, dont j'assume le caractère aristocratique d'une certaine manière, n'est-ce pas ? La faiblesse jubilante et arrogante, n'est-ce pas, de ce discours dominant, qui me paraît fondamentalement vulgaire, n'est-ce pas ? J'ai envie, je suis contraint de la combattre. Vous disiez que le faible domine, bien, en ce moment, et dans beaucoup de pratiques, et ça me paraît très juste. Et alors, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment s'inscrivait cette domination du faible. On pourrait penser que la faiblesse d'un discours est en fonction inverse de sa recevabilité ou des choses comme ça. D'abord, je voudrais préciser, parce que ce mot de faible est très grave, je ne suis pas simplement contre la faiblesse en général. Il y a une certaine valeur de faiblesse qui m'intéresse, à laquelle, disons, vers laquelle j'irai plus spontanément, et que je distinguerai d'une autre faiblesse. Donc c'est pas entre la force et la faiblesse que ça se joue, entre des qualités de force et des qualités de faiblesse. Donc, c'est à une certaine qualité de faiblesse et de force que j'en ai, mais pas... Bon. Cela dit, selon quelle procédure cette faiblesse-là, cette faiblesse très déterminée qu'il faut, selon moi, combattre, comment s'impose-t-elle ? Eh bien, elle s'impose selon les voies les plus faciles de la recevabilité. C'est-à-dire que ce sont des sujets, des agents, des groupes qui, à partir d'une analyse plus ou moins instinctive ou délibérée des conditions de recevabilité d'un discours, de la demande, n'est-ce pas, y répondent de manière, précipitée, n'est-ce pas, plie à la demande la plus massive, la plus facile, etc. etc. Bon. Alors ceci selon des procédures qu'il faudrait analyser dans le cadre de la radio, de la télévision, des journaux, de l'édition, etc., etc. Nous venons d'entendre la voix de Derrida qui parlait donc de la faiblesse et de l'arrogance du discours dominant. Nous n'oublions pas que Derrida a été un philosophe très très engagé sur les problèmes justement de l'autre avec un grand A, qu'il a écrit des textes remarquables sur l'accueil, l'hospitalité de l'autre à l'intérieur de notre société. C'était des propos tenus en 79 et on voit aujourd'hui en 2014 que ce qu'il analysait à cette époque-là ne cesse finalement d'empirer, Nassira. Oui, ça a gagné du terrain de plus en plus. Ça s'est normalisé en quelque sorte. Et c'est même devenu désirable, c'est-à-dire que c'est la saturation. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est devenu vertueux, c'est-à-dire que
Pourquoi vous dites que c'est désirable? Mais parce qu'en fait, d'exclure l'autre, c'est jamais désirable. Eh ben, il faut croire que si. Il faut croire qu'aujourd'hui, il y a une sorte de reconversion à l'exclusion qui s'est généralisée et qui effectivement se targue d'être lucide. Ce qui est très grave dans cela, hein, cette sorte de nationalisme ethnique, hein, notamment qu'on connaît aujourd'hui en France et qui consiste à vouloir se convaincre et à convaincre les autres que l'exclusion et le rejet de l'autre est une forme supérieure de nationalisme et qu'à ce titre-là, effectivement, il faut tout faire pour aggraver la condition d'existence et alors les ça, c'est le circonstances. fonds de commerce de certains partis extrémistes comme le FN. Mais pas seulement, non. Il y a des moments où, y compris au gouvernement actuel de gauche, et il y a eu d'autres moments où, au sein de la gauche, ces pratiques-là et ces propos-là se sont diffusés. Par exemple, tout au long des années 2000, la chasse aux jeunes femmes voilées françaises en France est devenue une sorte de sport que tout le monde pratiquait. Mais avec c'était un pour faire aplomb. respecter, disaient certains, le principe de laïcité. Non, vous mais n'êtes pas d'accord. Non, la laïcité va très bien et elle n'a besoin de personne pour exister dans sa plénitude. Donc vous êtes pour l'acceptation laïcité, des communautarismes? Non, je pense que le communautarisme, c'est le subterfuge de ceux qui, pendant très longtemps, ont vécu dans une forme d'autoségrégation, qu'elle soit raciale, sexuée, de classe, et qui aujourd'hui, parce qu'ils perdent leur prestige, accusent les autres d'être communautaristes. Autrement dit, lorsque eux étaient eux-mêmes communautaristes, vivaient entre eux, je pense notamment par exemple à l'Assemblée nationale, qui était un grand lieu du communautarisme hétéro, blanc, masculin, et d'une certaine classe, hein, je veux dire, l'arrivée des fils d'ouvriers et des filles d'ouvriers dans l'hémicycle reste encore à pleinement réaliser. Et je ne parle pas des Noirs, des Arabes et évidemment des femmes voilées. Ben, voilà, ça va sans doute faire hurler certains, mais enfin, après tout, si elles sont là et si elles sont candidates, peut-être qu'un jour, elles pourraient accéder à ce type de fonction. Cette course et cette espèce comment dire, il y avait une sorte de rivalité qui s'engageait, une saine émulation, diraient certains, pour effectivement dénoncer ces jeunes femmes qui effectivement étaient en France et qui avaient fait ce choix qu'on leur daignait d'ailleurs, hein, puisqu'elles ont été considérées comme aliénées. Ça n'était pas, non, pour faire respecter certains principes, ça n'était pas pour, en quelque sorte, lutter contre la fragmentation ou contre l'éclatement ou la balkanisation supposée de la société française. Non, c'était véritablement pour préserver une certaine conception de la société française qui doit rester blanche, en fait, qui doit rester homogène, alors même qu'elle est devenue multiculturelle. Et mais pour aujourd'hui, le meilleur. vous préconisez la possibilité pour les femmes voilées de continuer à exercer leur métier. Là, je fais référence à ce procès qui a agité l'opinion publique de cette femme qui travaillait donc dans une crèche. Oui, la crèche Babilou. La fameuse crèche Babilou. Quel est votre avis, Nassira Guérif? Ben écoutez, sur cette question-là, moi je pense qu'il faudrait, de façon très raisonnable et pragmatique... Le procès est toujours en cours, d'ailleurs. Non, tout à fait, oui, il y a encore un appel, là. Il va y avoir un référendum. Enfin, c'est une procédure très longue, mais quelle qu'en soit la décision finale, je crois qu'il y a une question de bon sens qui a été complètement perdue de vue. C'est l'idée qu'une femme voilée pourrait, en quelque sorte, aller à l'encontre du développement équilibré d'un enfant. Alors ça voudrait dire que d'une certaine manière, il faudrait, quelle que soit la décision, il faudrait dès à présent, hein, pour certains, criminaliser tous les parents qui, par exemple, recrutent pour garder leur enfant chez eux une jeune femme voilée. Ces personnes-là sont des irresponsables. Il faudrait peut-être aussi les déchoir de leur paternité ou de leur parentalité, puisqu'ils n'ont pas compris qu'ils mettaient en danger la vie de leur enfant. Ou bien on pourrait se dire que tous les nounous que nous voyons tous les jours dans les jardins publics avec un voile et qui promènent des enfants sont en quelque sorte des menaces objectives pour ces enfants. On est dans le délire. C'est proprement délirant de dire ça. Mais l'appartenance à la République ne passe pas par certaines règles, à votre avis, d'être tous pareils? Non, certainement pas. Mais personne n'a envie d'être pareil. Nous sommes dans des sociétés. D'ailleurs, c'est intéressant. C'est un des principes au fondement des démocraties, et puis y compris, hein, je veux dire, c'est ce que j'ai appris au tout début de mes études de sociologie, c'est que nous sommes dans des sociétés où la différenciation est très valorisée. Alors qu'entend-on par différenciation? Est-ce que c'est simplement la différenciation qui est normativement
socialement admise, et finalement nous ne ferions que nous soumettre à des normes qui nous sont imposées, ou est-ce que cette différenciation, elle admet qu'il y a tout un ensemble de dynamiques, de généalogies, de récits, de narrations qui viennent en quelque sorte les soutenir. Ces différenciations, elles sont consistantes avec le monde dans lequel on est. Le problème, c'est la porosité, en tout cas dans l'opinion générale, qui n'est sûrement peut-être pas fondée, mais tout votre travail s'applique à essayer de cartographier ces problématiques. La porosité entre l'expression d'une attitude religieuse et l'expression d'une culture de soi. Par exemple, le voile est-il l'indicateur d'une appartenance à la religion musulmane, ou est-il l'expression d'une manière de vivre dans sa propre considération de la société? En fait, le problème, je crois que c'est qu'on ne peut pas résoudre ces questionnements, sauf à interroger une par une toutes les jeunes femmes ou les femmes qui aujourd'hui portent le voile en France, qui serait proprement, ça relève de l'obsession à ce stade-là. Vous pensez ça? Oui, je pense que se préoccuper trop de cela, je pense que c'est perdre de vue des questions qui sont bien plus importantes, qui sont aujourd'hui en train d'affaiblir notre société et le monde dans lequel nous sommes. Autrement dit, il faudrait peut-être sortir aussi d'une vision trop franco-française. Je pense que les enjeux aujourd'hui qui ont à voir avec l'extension de la démocratie, le respect des libertés individuelles et collectives, toutes les questions qui ont à voir avec l'accès aux ressources. Je veux dire, autrement dit, le fait que le travail soit devenu un privilège d'une certaine manière, surtout le travail de longue durée qui vous permet de vivre dignement, ce sont aujourd'hui des ressources qui sont soustraites à une grande partie des populations, pas seulement en France, mais dans le monde. Et le fait, par exemple, de dire certaines catégories ou certains segments de la population, parce qu'ils ne présentent pas les traits culturels que nous voulons les voir exprimés, vont se voir privés d'un travail, c'est une manière comme une autre de les considérer comme une variable d'ajustement. C'est-à-dire que c'est une bonne manière finalement de reconfigurer le marché du travail en prenant prétexte du fait qu'elles auraient une certaine confession, elles auraient une certaine apparence. Il me semble que ces subterfuges-là, Donc les tutelles politiques agitent des histoires comme celle du voile pour ne pas s'attaquer aux problèmes plus fondamentaux. Oui, et notamment le de l'égalité des citoyens devant la loi. D'une part, et l'égalité qui effectivement est constamment affaiblie par des pratiques racistes, par exemple. Le racisme est devenu aussi un bon outil en quelque sorte pour dénier un certain nombre de droits à des personnes. Et je crois que nous nous sommes fourvoyés pendant plus d'une décennie, d'une part en essayant de repérer les personnes qu'il faudrait sauver en quelque sorte de leur sort parce qu'elles habiteraient dans des quartiers, parce qu'elles appartiendraient à une certaine confession, parce elles participeraient d'ailleurs aussi du sexe faible, dont il faudrait en quelque sorte protéger. Toute cette victimisation d'une partie de la population ou de la société française, et avec des héros, des nouveaux croisés qui viendraient les sauver à la fois de leur aliénation et de toutes les atteintes à leur personne qui pourraient se faire jour sous couvert de religion, parce que c'est essentiellement la religion musulmane qui depuis a été en but à l'ensemble de ces attaques. Je pense qu'on perd un temps fou qui aurait pu être dédié peut-être à réfléchir à ce que justement Derrida appelait le monolinguisme de l'autre, c'est-à-dire cette manière de s'enraciner véritablement dans une forme d'altérité que l'on valorise, que l'on revendique pour soi et dont on tire des ressources, une inspiration pour exister dans une société qui en a bien besoin aujourd'hui. Au lieu d'être tout le temps en train de mettre en cause l'altérité, de vouloir en quelque sorte la dissoudre dans une sorte d'existence où finalement tout le monde se ressemblerait. Je pense que on a aujourd'hui la capacité à faire exister toutes ces altérités précisément parce que c'est à travers elles que l'on peut résoudre des problèmes d'oppression, de domination qui aujourd'hui sont devenus écrasants. Cette reconnaissance de l'altérité passe par la connaissance de son propre passé et par la dignité de ce passé. Vous accordez beaucoup d'importance à l'histoire coloniale à l'intérieur de vos ouvrages, Nassira Guérif. Nous allons écouter la voix de Mohamed Harbi. C'est un entretien
à France Culture du 15 avril 1999. Il va parler de l'indépendance de l'Algérie, de l'histoire de l'immigration. Nous avons tiré nos pères, nous avons tracté nos pères, contrairement à la génération actuelle où les fils tractent leurs pères dans un sens conservateur. Nous les tractions dans un sens, disons, progressiste. Hein. Voilà. Des différences de génération entre la nôtre et celle qui est aujourd'hui en scène. Donc, c'était tout à fait normal de leur rendre hommage. Ils sont aussi pour beaucoup dans ce que je suis devenu. Mon père m'a appris à être toujours moi-même. Il a souvent résisté, mais en définitive, il ne m'a jamais essayé de me dominer ou de me dompter. Eh bien, quand je suis allé dans une organisation politique, je suis passé plusieurs fois en conseil de discipline. J'ai eu beaucoup de problèmes au sein du FLN, mais je n'ai jamais cédé, et je le dois à mon père. Il m'a appris, il a accepté que je ne cède pas face à lui, et je n'avais pas de raison de céder face à d'autres quand il s'agissait de mes convictions. Et ça, je lui rends hommage. C'est vraiment quelque chose que je lui dois. Beaucoup de ceux que j'ai connus ne pensaient pas voir l'indépendance de l'Algérie. Ils pensaient que c'était une épreuve qui commençait dont on ne connaissait pas le terme. Hein. Donc, il y avait à la fois la volonté, c'est beaucoup plus de volontarisme que de clarté dans le chemin à parcourir. Hein. Et la pugnacité était très forte. Ah bah ça, c'était très fort. Et je dois dire, moi, j'ai vécu dans l'émigration parce que dans l'émigration, c'était plus fort qu'en Algérie. C'était beaucoup plus fort. Il y avait moins d'hésitation qu'il n'y en a eu en Algérie. Et le mouvement a été extrêmement rapide dans l'immigration parce qu'il y avait quelque chose qui était très fort dans l'immigration, c'était l'obsession du retour, qui a duré très longtemps. Hein. Elle a duré très longtemps, c'est maintenant qu'elle commence à se tasser sérieusement. Hein. Mais il y avait cette obsession du retour et le fait et le refus de l'exil. Hein. L'exil n'était pas volontaire, on s'exilait pour survivre. Hein. Et donc, dans l'immigration, c'était vraiment une force terrible. Hein. D'ailleurs, qu'il y a, comme les Français l'ont vu, dans les années 52-53, les manifestations algériennes étaient très fortes et elles se sont souvent terminées par des morts. Hein. Maintenant, on n'en parle plus, on parle du 1er novembre 54, mais les manifestations en France, que ce soit le 14 juillet 53 à Paris ou en mai dans les régions de l'Est, on a eu une vingtaine de morts. Hein. Nous venons d'entendre Mohamed Harbi, c'était un entretien avec Pascal Werner de Avoinu de 99. Alors lui, c'est la mémoire, c'est les pères tutélaires, l'expression des pères tutélaires. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. L'obsession du retour n'existe plus. Au contraire, il y a beaucoup plus de jeunes qui veulent partir de leur propre pays pour essayer d'arriver en France. Comment vous imaginez l'avenir de l'intégration de ces jeunes générations qui peut-être vont réussir à arriver en France? Je parle de tous ces jeunes qui veulent partir et qui ne sont pas encore arrivés à partir. Je pense que pour eux, la question est de savoir s'ils vont survivre en fait au périple dans lequel ils s'engagent. Autrement dit, au péril de leur vie. Oui, tout à fait. C'est pas tant la question enfin, c'est certes leur question à eux. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné ils admettent ce dessein de déracinement, d'exil, d'arrachement pour aller vers quelque chose qui est éminemment incertain? Ils le savent, finalement, ils n'ont pas, pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas intérêt à trop mesurer et les risques et les incertitudes qui les attendent, parce que sinon, effectivement, ce serait une décision impossible à prendre. Donc il faut la prendre parce qu'elle s'impose d'une certaine manière. Hein. Il y a pas, ça n'est pas comme la mobilité aujourd'hui protégée de certains qui, effectivement, ont tous les éléments en main pour savoir où ils vont se déplacer, où ils vont s'installer et quel retour sur investissement ils vont pouvoir en faire. Là, tout ce qu'ils investissent, c'est leur vie. Et c'est énorme parce que souvent, il y en a beaucoup qui la perdent. Donc je pense que cette question-là, elle est moins à renvoyer à ces personnes qu'à l'ordre inégalitaire mondial qui les y contraint, d'une part, et d'autre part, aux États européens notamment, qui actuellement ont accepté de constituer l'Europe comme une citadelle, comme un lieu qu'il faut à tout prix protéger contre
ces valeureux mobiles d'en bas, ces formes de mobilité que j'appelle illégitimes, parce qu'au fond, elles ne sont dotées d'aucun atout, ni la qualification, ni le bon passeport, ni l'argent qu'il faudrait, ni le prestige, et qui pour autant arrivent à surmonter toute une série d'épreuves, d'obstacles pour arriver dans les pays qu'elles n'ont pas forcément choisis, mais en tout cas dans une région où elles pensent qu'elles pourront vivre mieux. Je pense que c'est aujourd'hui tragique de voir que ces itinéraires-là sont aussi déconsidérés, traités avec autant de mépris et autant de violence, voire même de cruauté. Je veux dire, cette manière de les voir arriver aux frontières de l'Europe et accepter qu'elles soient englouties par la mer, constituant la Méditerranée comme un cimetière pour la sécurité et le confort de l'Europe, d'une certaine manière. C'est ça, c'est le cimetière de l'opulence européenne, alors que l'Europe est loin d'être complètement opulente, et ce continent qui ne veut pas de ressources humaines, d'une volonté d'exister en tant qu'immigrés qui pourrait tant leur apporter. Cette manière que l'on a eue de complètement déconsidérer, de retourner la figure de l'immigration comme devenant une figure menaçante, négative, problématique, et qui au fond fait que l'on accepte que de jeunes migrants meurent avant même d'arriver à bon port, pour le dire ainsi. C'est quelque chose qui est proprement ahurissant, quoi. Et là, on comprend à quel point est-ce que le ressort raciste fonctionne. Parce que sinon, on ne pourrait pas imaginer pour quelles raisons est-ce que ces personnes se voient si aisément abandonnées à leur sort. Si ce n'est parce que finalement, il y a un ressort raciste là qui nous convainc que c'est pas très grave. Est-ce que ces vies ont une valeur? Il semble bien qu'elle n'en ait pas. Depuis le début de cette émission, vous n'arrêtez pas de dire que le racisme ne cesse d'augmenter. On vient de faire la cartographie de tous ces jeunes qui, tragiquement, essayent d'arriver jusqu'en Europe au péril de leur propre vie. Comment voyez-vous l'avenir? Je pense que l'avenir, à la fois, est barré d'une espèce d'impossibilité qui a à voir avec la montée des sentiments de xénophobie, d'anxiété, qui s'alimentent mutuellement. Et en même temps, il me semble que la dimension la plus encourageante, elle vient précisément des personnes qui sont les plus stigmatisées et qui sont les plus méprisées, et qui, en dépit de cela, continuent à agir, continuent à faire exister à la fois une mémoire, faire exister un désir de s'accomplir, et non pas de s'intégrer, parce que ces personnes-là, elles sont très au-delà de ces questions-là, et d'ailleurs, elles les dénoncent à juste titre. L'intégration est une injonction qui est vouée à l'échec. Dès lors qu'on vous en parle, c'est qu'il y a de fortes chances que vous ne parviendrez jamais à réaliser l'ensemble des attentes qui vous sont imposées. Donc si elles parviennent effectivement à dépasser ce discours, qui est un discours de l'impossibilité, elles parviennent à se réaliser en quelque sorte, mais indépendamment de ce que tout le monde attend d'elles. C'est quelque chose qui est assez surprenant, mais finalement, c'est pas tellement toutes ces figures un peu en trompe-l'œil qu'on nous présente ici et là pour nous expliquer qu'il y a des parcours de réussite. C'est pas tellement ces personnes qui témoignent de la capacité de la société française et plus largement du continent européen à se renouveler. C'est toutes celles et ceux qui ne sont pas exhibés, qui ne font pas l'objet en quelque sorte, qui ne sont pas là pour être une justification à des politiques répressives et qui ne jouent pas le jeu. C'est toutes celles et ceux qui refusent en fait de céder à des injonctions et qui contournent les obstacles pour à leur mesure et à leur petite mesure, combattre au jour le jour le racisme et les discriminations, le sexisme dont elles sont l'objet. Merci Nassira Ghenif Souilamas. Je rappelle que vous êtes l'auteur avec Éric Massé de 2 livres récents. L'un s'intitule « Les féministes et le garçon arabe » et l'autre « La République mise à nu par son immigration ».